catastrophique du Parti communiste dans les années 50 et qui se venge en quelque sorte. Et le problème, c'est qu'il a falsifié les tracts, il ne les a pas falsifiés, il les a coupés des morceaux qui étaient gênants. Et le tract du 17 juin, eh bien, il est dans la ligne, alors sauf que les déclarations antifascistes sont très musclées, mais il est sinon dans la ligne de ce que l'humanité écrit à ce moment-là. Hein, on pourra y revenir éventuellement, j'ai les textes de Tillon, etc. Donc, et il est enfermé aussi dans l'histoire de la guerre impérialiste. Hein, donc, il n'y a pas de spécificité Tillon, ni dans le tract, ni dans la brochure dite Appel de Bordeaux, qui est publiée quelques temps après, et qui, contrairement à ce que dit Tillon quelques années plus tard, mais bon, encore une fois, je comprends d'une certaine manière, qu'il essaye de se tirer du jeu de l'été 40, qui contient entre autres un dithyrambe, des propos dithyrambiques extraordinaires sur l'Union soviétique. C'est-à-dire il est en fait plein dans la ligne, sauf que c'est vrai que l'accent antifasciste est sans aucun doute plus net que dans les déclarations communistes d'alors. Ouais, ça c'est très clair, c'est une identification historiquement très importante. Mais alors, puisqu'on parle idée, là, on parlera ensuite organisation, lutte, etc. Et puisqu'on parle idée, il y a aussi d'autres cercles, notamment d'intellectuels, universitaires, communistes, je pense à la pensée libre, l'université libre. C'est assez tôt aussi, ça, en 40. Et est-ce que ceux-là ont les mêmes contradictions que celles que vous décrivez, Politzer, Jacques Decour, enfin, tous ceux que vous devez bien connaître, qui se sont engagés, qui étaient communistes, est-ce qu'ils sont dans les mêmes contradictions? On peut dire que oui. D'accord. On peut dire que oui. On y reviendra peut-être dans l'ensemble des questions de l'évolution communiste, de la naissance de la résistance communiste, de l'été 40 à l'été 41. Bah non, en fait, je comptais aborder justement ce point. J'ai commencé un peu par les idées, et puis je voulais que vous nous en donniez plus sur le terrain. Mais si vous avez envie de nous donner quelques axes pour qu'on comprenne bien tout de suite, je vous laisse vous le faire. Pendant toute cette période, avec de petites évolutions par-ci par-là, mais pendant toute cette période, on voit d'une part toujours la question de la guerre impérialiste des deux côtés. Alors ça c'est clair. Ça s'atténuera au printemps 41, à peu près, un petit peu, mais la doxa demeure la guerre impérialiste des deux côtés. Ce qui entraîne comme vision politique la nécessité donc de la lutte des classes, disons, hein, pour renverser le capitalisme et recréer et permettre les conditions de l'indépendance nationale. Alors ces propos s'atténuent au fur et à mesure que l'évolution progresse, mais disons que jusqu'à la naissance du Front National, où vraiment le Front National en mai 1941, où là, bref, on peut dire que cette doxa s'atténue, elle s'inscrit en même temps dans le développement de ce qui devient la résistance communiste. Mais je voudrais dire un mot là-dessus sur cette question de résistance. Dans le dictionnaire historique de la résistance qui a été dirigé par François Marcot, universitaire de Besançon, il y a deux articles qui me paraissent tout à fait fondamentaux pour comprendre les naissances de la résistance. Il y a d'une part l'article de Jean-Marie Billon, universitaire, deux universitaires, Jean-Marie Billon d'une part, qui rappelle que la résistance comme expression d'une force politique n'émerge qu'au début de 1942. Que jusque-là, l'expression est celle d'une résistance, mais c'est tout, que ça n'a rien de structurant. Et que l'expression est définitivement consacrée en 1943 avec la constitution du Comité national de la résistance. Et que donc, on peut s'interroger sur l'utilisation du mot dans le vocabulaire courant. Et effectivement, c'est un vrai problème.
De la même manière que ce que dit un autre article, celui de Guillaume Piketty, qui axe son article sur la notion de refus, et qui parle du refus à la résistance. Il dit, face aux refus ponctuels qui sont sans lendemain, il y a des refus fondamentaux qui persistent, qui perdurent, qui continuent en dépit de tout, et ce sont ces refus de la débâcle à Vichy, de la collaboration, de la constitution de la collaboration, etc., que c'est la persistance du refus qui devient résistance. Et je crois que ça s'applique parfaitement au Parti communiste. Hein. C'est-à-dire, au départ, il y a effectivement un refus radical du régime de Vichy. C'est vraiment un refus radical du régime de Vichy, et dans le même temps, comment dire, progressivement, on voit cela apparaître dès le mois de septembre 1940, progressivement, il y a la mise en cause de l'occupant. Au départ, on fait silence sur lui, d'autant qu'on négocie un petit peu, on a négocié sur la reparution éventuelle de l'humanité. Et ensuite, à partir de l'automne, il y a dénonciation de l'impérialisme allemand, il y a, comment dire, dénonciation de l'exploitation économique, dénonciation de l'annexion de l'Alsace et de Lorraine, dénonciation de la collaboration comme étant un acte d'obédience à l'impérialisme allemand, et en même temps reparaissent, dans l'humanité c'est tout à fait clair, reparaissent petit à petit les termes de fasciste et de nazi que l'on avait pendant un temps oblitérés. Je crois que cette évolution, on la suit très bien à travers l'humanité clandestine, on la suit très bien aussi à travers les tracts qui sont diffusés. Il y a donc, sous le couvert tout de même de la guerre amérindienne, parce que c'est là qu'est l'impasse en fait. L'impasse, c'est la persistance de l'analyse de la situation comme étant celle d'une guerre impérialiste des deux côtés. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer